Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, l'ordre du jour, c'est le pilotage de la formation, les clés pour optimiser votre performance. Le sujet, ça concerne donc l'analyse des données formation, donc pas les SIRH formation, mais bien l'analyse des données DSI en formation. Donc, on est en aval DSI formation. L'objectif que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas de réaliser des beaux KPI, des beaux écrans, mais bien d'exploiter au mieux la data formation pour en tirer la meilleure valeur ajoutée et arriver au mieux à piloter la formation. Ça n'exclut pas, bien évidemment, de faire des beaux graphiques, etc., d'arriver à mieux faire parler la donnée, mais l'objectif est bien d'arriver à piloter la formation. Donc, je vais me présenter, Romain Javillier. Je suis manager au sein du cabinet Acton dans l'entité Data et j'ai participé à la création de l'entité Data et notamment de nos solutions Data for People. Alors, les objectifs métiers au niveau de la formation. Donc, il y en a plusieurs. Le premier sujet, ça va être de pouvoir réattribuer des formations. Donc là, quelque part, le sujet, c'est de piloter l'atterrissage, le plan de formation, de manière à voir s'il vous reste du budget. Vous pouvez encore attribuer des formations de manière à piloter l'atterrissage. Donc ça, c'est un des premiers sujets de pilotage de la formation. Deuxième sujet, augmenter la performance de la formation. Donc là, ça va un peu plus loin. L'idée, c'est d'arriver à déterminer si les formations apportent le ROI métier attendu. Typiquement, on peut avoir des cas d'usage autour des forces de vente. Est-ce que les formations données aux forces de vente permettent d'augmenter le chiffre d'affaires? Est-ce que, au niveau, par exemple, des hauts potentiels, est-ce que les formations qui leur sont proposées leur permettent de développer leur carrière comme attendu à la fois par eux et par l'entreprise? Est-ce que les parcours de formation conviennent, etc. Donc, deuxième sujet, augmenter la performance de la formation. Troisième sujet, améliorer le taux de couverture. Des formations sont données, on a des absences aux formations. Comment essayer de faire en sorte que le taux d'absentéisme diminue? Comment suivre, par exemple, les formations des populations particulières? Je parlais des hauts potentiels tout à l'heure. C'est pareil, il peut y avoir des cursus de formation pour les hauts potentiels. Comment s'assurer que les formations sont bien remplies, que les formations sont bien suivies? Même cas d'usage, par exemple, avec les nouveaux arrivants dans une entreprise. Souvent, il y a des cycles de formation, sécurité et autres qui sont donnés. Comment surveiller, comment améliorer le taux de couverture? Donc, par exemple, avoir la liste détaillée des personnes inscrites ou non, relancées, etc. Quatrième sujet, optimiser la formation. Là, par exemple, vous pouvez avoir des sujets comme est-ce que vous avez des durées de validation des demandes d'inscription qui sont trop longues? Analyser les besoins de formation qui arrivent par rapport à l'offre de formation. Là encore, le taux d'absentéisme, comment le réduire. Et puis, pourquoi pas aussi travailler sur le coût des prestataires, des organismes de formation pour optimiser les coûts des formations. Quatrième sujet, optimiser la formation. Cinquième objectif métier qu'on peut avoir autour de la formation, ça va concerner l'offre de formation. Et là, ce qu'on va chercher à voir, c'est par exemple quel est le top 5 des formations les plus données. Dans le catalogue de formation, quelles sont les actions de formation pour lesquelles il n'y a eu aucune formation cette année, il y a 2 ans, etc., qui indiquent peut-être que l'action de formation est obsolète, et optimiser le catalogue de formation, puisque souvent, vous avez énormément de formations dans vos catalogues. Dans les grands groupes, il peut y avoir des offres de formation au niveau groupe qui peuvent être déclinées après en local. Tout ça fait une offre de formation qui est extrêmement large et riche, qu'il faut chercher parfois à essayer de simplifier en éliminant les offres de formation qui sont obsolètes. On retrouvera aussi dans l'adaptation de l'offre de formation, l'analyse des évaluations qui donne aussi des retours, des feedbacks sur les formations qui sont données, à la fois par rapport aux organismes, par rapport au contenu de la formation, qui vous permettent, qui doivent être analysés de manière à adapter l'offre de formation au mieux, au plus près des besoins. Et puis, sixième sujet que l'on subit la plupart du temps, qui est la production du réglementaire autour des données de formation. Donc, principalement le bilan de formation,
mais aussi le bilan social qui récupère quelques indicateurs comme les non formés depuis quelques années, depuis 6 ans, le pourcentage de la masse salariale qui est consacrée à la formation, etc. Donc ça, c'est un sujet pas en tant que tel de pilotage, mais que vous devez produire à partir de vos données de formation. Voilà globalement les 6 enjeux. Il y en a d'autres, mais qui résument assez bien finalement tous les enjeux en termes de pilotage des données de formation. Avant de passer au sujet suivant, à qui s'adresse finalement le pilotage de la formation, en termes de questions, si ça vous convient, puisque le webinaire est assez court, hein, d'une demi-heure, on prendra les questions à la fin. Je vais essayer d'aller assez vite pour laisser 5-10 minutes à la fin pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions par rapport à ce que je vous aurai présenté aujourd'hui. Alors, à qui s'adresse le pilotage de la formation? Donc, on va retrouver 5 grands acteurs sur le sujet. Donc, le DRH, bien évidemment, qui a besoin d'avoir une vue globale sur l'ensemble des données, que ce soit la formation, la masse salariale, les effectifs, les flux de personnel. Donc, ça, c'est un des premiers acteurs, un consommateur des données de formation. Ensuite, on va avoir les différentes parties prenantes vraiment des processus de formation. Donc, on va avoir le responsable de formation qui va avoir besoin de tableaux relativement agrégés sur les suivis, le catalogue de formation et ainsi de suite. Et puis, directement aussi, les gestionnaires de formation, notamment pour les réinscriptions, savoir si les taux d'absentéisme aux formations, les coûts et ainsi de suite. Quatrième acteur, le contrôle de gestion sociale, hein, j'en parlais tout à l'heure au niveau du réglementaire à produire sur les données de formation. C'est aussi un consommateur de données de formation. Et puis, dernier acteur, alors là, ça dépend beaucoup des organisations, mais ça va être aussi tout ce qui est manager, talent développeur, tout finalement les personnes qui vont gérer directement ou indirectement parce qu'ils sont dans les équipes la carrière de leurs collaborateurs et donc les formations qui permettent soit d'optimiser finalement le travail des collaborateurs de l'équipe du manager, soit, par exemple, je pense au monde bancaire dans lequel on peut avoir des formations réglementaires obligatoires. Est-ce que les formations ont été données? Puisque là, vous avez un reporting au niveau de la BCE, la Banque de la Communauté européenne, à faire pour vérifier que l'ensemble des formations réglementaires ont été données. Voilà globalement les 5 acteurs, il peut y en avoir d'autres, auxquels va s'adresser le pilotage de la formation. Alors maintenant, le sujet qui est le plus touchy, là, je le disais en entrée, hein, le domaine formation est un des domaines les plus complexes des RH. On a un autre domaine qui est complexe, qui va être le pilotage du recrutement, mais pas par rapport aux mêmes problématiques. La complexité du pilotage du recrutement tient majoritairement aux problèmes de qualité qu'on va avoir sur les données de recrutement, c'est-à-dire des données qui sont peu ou pas saisies ou mal saisies, avec des étapes de recrutement qui peuvent sauter, des offres qui ne passent pas par le système, qui aboutissent au niveau du recrutement à avoir du mal à avoir des indicateurs fiables. Au niveau de la formation, la problématique est différente. On aura des problématiques de données, j'y reviendrai un peu après, mais ça ne va pas être les problématiques majeures qu'on va rencontrer. Les problèmes majeurs au niveau du pilotage de la formation, en fait, proviennent directement des données de formation qu'on manipule, et je vais essayer de vous décrire un peu tout ça. Alors, on va identifier 9 problématiques de data autour des données de formation. Le premier sujet va concerner les données de GA, de gestion administrative du personnel, donc les données de carrière que l'on va utiliser pour analyser les formations. Je vais faire un petit zoom sur ce sujet. Donc le besoin, il est évident puisque pour analyser par exemple les formations, vous allez avoir besoin de les répartir par entité, éventuellement par CSP, par sexe, etc. Donc vous avez besoin de données de carrière des collaborateurs en plus des pures données de formation pour analyser vos formations. Donc on a besoin des données de GA, mais la question qui se pose finalement, c'est quelles sont les données de carrière que l'on va récupérer? Il y a globalement 2 options puisqu'il existe 2 mondes. Vous avez le monde de la formation, donc le stagiaire, dans lequel finalement, généralement, dans la majorité des SI formations, les données de carrière sont interfacées avec les outils de GAP. Donc, vous allez retrouver les données de carrière au niveau des données de stagiaire. Alors, pas les absences, pas la rémunération, mais toutes les données de carrière. Et puis, vous avez la data, le honneur de la data, qui va être finalement le système de SIP, dans lequel vous avez retrouvé les mêmes données.
et les données entre le SIRH, entre le SI formation et le GAP sont interfacées. La question est de savoir finalement d'où on va tirer les données pour analyser les données de formation. Il n'y a pas de réponse unique. Là, en termes de gouvernance, la bonne réponse serait de prendre les données de collaborateurs issus de la GAP, puisque c'est finalement le honneur de la data. Et si on la prend au niveau de la partie SI formation, ce sont données qui ont été interfacées, donc potentiellement transformées par rapport à la golden data qui est celle de la GAP. Donc, il n'y a pas de réponse unique. Le mieux est quand même de le prendre au niveau collaborateur, mais il peut y avoir différents cas de figure. Typiquement, si vous êtes dans un grand groupe et que votre SI formation adresse l'ensemble du groupe, mais que vos systèmes de GAP sont étanches entre les entités, si vous les prenez à partir de chacun des systèmes, vous allez avoir la problématique de consolidation des données, qui n'est pas forcément simple à traiter, alors que dans la majorité des cas, comme les systèmes sont interfacés, et si vous avez un système de formation unique, finalement, cette consolidation a déjà été faite. Donc ça, c'est un cas d'usage, par exemple, qu'on a pris pour un client déjà. C'était une bonne solution pour ne pas refaire finalement toute la consolidation des données. En revanche, la qualité des données de carrière d'un site formation n'est pas forcément au rendez-vous parce que ce n'est pas un système de paie. Donc, il va être moins contraint et plus sujet finalement à les problématiques de qualité des données. Donc ça, c'est un vrai sujet à poser dès le départ. Quelles sont les données? Où est-ce qu'on récupère les données de carrière pour analyser les données de formation? Deuxième sujet, les coûts de formation. Alors, ça paraît un sujet simple comme ça, mais il ne l'est pas en fait. Majoritairement pour une raison qui est que les coûts de formation sont stockés à deux endroits. Vous allez avoir des coûts de formation qui sont à la session, finalement, quel que soit le nombre de stagiaires, le coût de location de la salle quand c'est du présentiel, etc. Et donc ça, ce sont des coûts qui sont stockés au niveau de la session, indépendamment du nombre de stagiaires. Et puis, vous allez avoir des coûts qui sont portés directement par les stagiaires, les coûts de transport, les coûts d'hébergement, etc., qui, eux, sont ventilés stagiaire par stagiaire. Simplement, au niveau de la formation, vous avez des KPI au niveau des coûts que vous avez besoin de ventiler, par exemple, par entité, pour pouvoir ne serait-ce que refacturer. Et la notion d'entité, par exemple, n'est gérée qu'au niveau du stagiaire. Donc, vous avez besoin, quelque part, de redescendre les coûts des sessions à la granularité la plus fine qui est le stagiaire, de manière à pouvoir calculer un coût moyen d'une heure de formation, le coût de la formation par rapport par entité. Et donc, pour ce faire, il va être nécessaire de ventiler les coûts pédagogiques au niveau de la session, au niveau du stagiaire, pour pouvoir avoir une même granularité et pouvoir analyser pleinement vos données. Et donc là, la question qui se pose, c'est comment finalement, sur quels critères, est-ce que je ventile les coûts sur l'ensemble des stagiaires inscrits, uniquement sur les présents, sur les absents, etc., tout en ayant en plus conscience qu'au niveau des coûts, finalement, vous n'aurez une vision réelle des coûts de la formation que quand elle sera réalisée depuis un certain temps, puisqu'il faut souvent attendre les factures qui arrivent et qui peuvent tarder à arriver avant de pouvoir clore la session et d'avoir une vision globale sur les coûts. Donc, deuxième problématique au niveau des datas de la formation, la ventilation des coûts de formation au niveau le plus fin, au niveau du collaborateur, de manière à pouvoir calculer les KPI. Troisième problématique de data que vous devez bien connaître hein, si vous travaillez autour des données de formation, ça va être arriver à mixer les données de e-learning et les données de présentiel. Je résume, hein, puisqu'on a aussi d'autres méthodes ou modalités pédagogiques comme le blended, les hybrides, etc. Mais je vais me focaliser sur ces deux notions principales. Ces notions fonctionnent différemment. Mais simplement, si vous voulez arriver à avoir une vision globale de vos heures de formation, etc., il va falloir les consolider. Et juste pour vous donner quelques exemples, si vous regardez le schéma du bas qui est présenté, les sessions présentielles, le nombre de personnes inscrites est clairement défini. Généralement, vous avez un seuil min et un seuil max en termes d'inscription, et elles ont une date de début et de fin de session. Alors, vous pouvez avoir des séances ou des parties hein, au niveau des sessions, mais généralement, elles sont bien cadrées dans le temps. Et si on cherche à suivre la consommation, les dates de début et de fin conviennent bien. Et puis, vous avez les heures théoriques de présence et les heures théoriques et les heures réelles de présence qui sont comptabilisées. Donc, c'est relativement simple. Là où ça se complexifie, c'est pour ajouter les données de e-learning. C'est la petite ligne là en pointillé qui a été dessinée en bas dans le schéma. En fait, le e-learning, souvent, ce sont des sessions qui sont ouvertes sur toute l'année, voire pluriannuelles.
Et pour arriver du coup à indiquer comment, sur quel mois finalement, si on cherche à suivre la consommation de la formation, sur quel mois les positionner, si on prend les mêmes contraintes que le présentiel, on va mettre sur date de début de session et finalement l'ensemble de votre consommation du learning sera sur par exemple janvier, ce qui ne donne pas une bonne image de la consommation. Alors qu'on voit bien que les collaborateurs consomment les formations sur les learning quand ils le veulent globalement. Donc là, ce qu'on va chercher à récupérer comme données, au niveau du e-learning, ça va être par exemple la date de réalisation, de manière à pouvoir séquencer dans le temps. Donc en termes de date de début de session, par exemple, on va y mettre des données qui ne sont pas la véritable date de début de session du learning, mais des données alternatives comme la date de réalisation qui permettent finalement d'associer sur des notions communes et de suivre de manière globale les données de formation. Autre problématique sur ces données-là, ça va être les durées de formation. Au niveau du présentiel, c'est la durée théorique et ensuite qui est confirmée ou pas par rapport au statut de la présence pour savoir si l'heure a été réellement réalisée ou pas. Au niveau du e-learning, c'est totalement différent. C'est des consommations qui sont laissées libres au niveau de chaque collaborateur et vous allez avoir deux notions de durée au niveau du e-learning. Vous allez avoir la durée théorique du e-learning, par exemple 30 minutes, et puis la durée réelle de connexion de la personne. Et là, vous n'avez pas finalement de bonnes données à prendre, ça va être des choix, il va falloir analyser un peu vos données pour voir quelle est la bonne donnée qu'il faudrait prendre en compte. Typiquement, on a déjà eu des cas où le time-out au niveau des connexions de e-learning n'était pas mis en place et donc des durées de connexion qui pouvaient aller sur par exemple, 48 heures pour des durées de formation théorique de 30 minutes. Donc là, si on prend la durée de consommation réelle, de connexion, on va avoir des temps de formation qui vont être complètement en dehors des réalités. Et dans d'autres cas de figure, si on prend uniquement la durée théorique, qui est par exemple d'une heure, alors que l'ensemble des collaborateurs mettent globalement un quart d'heure à la faire, prend la durée théorique, va artificiellement gonfler le temps qui est consacré par les collaborateurs à la formation. Donc la durée de formation, il y a aussi sur le e-learning, sur le distanciel, il y a une vraie question à se poser pour savoir comment la comptabiliser avec les données de présentiel, de manière à avoir une notion sur les heures réalisées qui sont un des KPI les plus utilisés au niveau de la formation. Puis dernier petit sujet, mais il y en a d'autres, par exemple sur les statuts de présence, au niveau du e-learning, vous n'avez pas de statut de présence, vous n'avez pas d'émargement. Alors qu'au niveau du présentiel, vous avez dans tous les systèmes de formation une indication au niveau du statut de présence du collaborateur, du stagiaire sur la session ou la partie qui dit présent, absent. Cette donnée-là, vous ne l'avez pas dans le e-learning et pourtant, souvent, le statut de présence est utilisé comme critère pour comptabiliser ou pas les heures dans le réalisé. Donc, autre problématique assez importante à prendre en compte, comment arriver à consolider les données de e-learning avec les données de présentiel pour vous donner une vision globale sur la formation. Alors, juste un petit aparté sur le sujet, il y a aussi d'autres problématiques associées à ça, qui peuvent être aussi des plateformes externes de formation qui ne sont pas forcément liées à votre catalogue de formation, à votre LMS. Et dans ces cas-là, comment arriver à comptabiliser ces heures finalement qui sont hors de votre système de formation? Je reviens aussi parce que cette problématique finalement de données externes, on la retrouve aussi dans le premier sujet qui va concerner les données de GA. Les données de GA, si on les prend à partir du système de GAPay, qu'est-ce qu'on fait des données de formation qui ne concernent pas les collaborateurs en tant que tels? Par exemple, les formations de sécurité des prestataires ou des intérimaires, etc. Donc là, il y a une vraie question et un vrai sujet autour des données de GA au niveau de la formation. Quatrième sujet, on va retrouver des notions communes avec ce que je vous indiquais sur les données des coûts des formations. C'est la notion de session de partie qu'on peut retrouver au niveau des sessions. Vous avez parfois des sessions qui vont avoir une durée de 2 jours, ça va être 2 jours de présentiel, et là, il n'y a pas de sujet. Vous allez avoir des formations qui vont durer, par exemple, les formations de langue, qui peuvent durer 3 mois, mais finalement, sur ces 3 mois, ça va pas être 3 mois de formation plein. Vous allez avoir, par exemple, 2 jours par mois de formation, et dans ces cas-là, au niveau des systèmes de formation, vous avez un objet complémentaire qui est la partie avec sa date de début, sa date de fin, son statut de présence. Et donc finalement, on arrive à un niveau de granularité pour analyser les données qui n'est pas uniquement le stagiaire sur la session, mais qui va être le stagiaire sur la partie pour la session.
Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire au niveau des données pour lesquelles finalement il n'y a pas de partie, eh bien, il va falloir créer artificiellement une notion de partie pour avoir une granularité unique pour analyser vos données de formation. Cinquième sujet, les coûts de l'absentéisme. Alors là, c'est une vraie question à se poser, mais c'est aussi un choix finalement, une politique liée à la formation. Notamment si vous avez des problématiques d'absentéisme et pour les réduire, une des options, ça peut être de faire payer finalement les coûts de l'absentéisme de formation aux entités qui ont inscrit les collaborateurs. Quelque part derrière le sujet, c'est d'inciter les entités à s'assurer que leurs collaborateurs suivent les formations auxquelles ils ont été inscrits. Et à ce niveau-là, ça veut dire que finalement, les coûts, on parlait tout à l'heure, juste au-dessus, vous voyez les coûts gérer les coûts de formation, il va falloir ventiler les coûts de session en prenant en compte finalement à la fois les stagiaires présents et les stagiaires absents. Et l'autre problématique qu'on peut avoir là-dessus, c'est qu'en revanche, le KPI des heures réalisées, lui, ne se focalisera que sur les heures de présence. Donc finalement, vous allez avoir des périmètres de statut de présence qui sont différents suivant les KPI que vous voulez suivre. Sixième sujet, qui là aussi est extrêmement important, et il y a un mot dans ce bloc-là qu'il faut retenir, c'est les usages. En fait, vous allez utiliser finalement, mixer vos données de carrière avec vos données de formation, mais de manière différente suivant vos usages. Si on pense par exemple à tout ce qui est bilan social, on va plutôt regarder pour les effectifs non formés, prendre une référence au 31 décembre pour les collaborateurs. Si on veut suivre par exemple la consommation de la formation pour savoir finalement quelle entité a inscrit, dans ces cas-là, on va mixer les données de formation avec les données de GA pour prendre les données de carrière du collaborateur à sa date d'inscription. Quelle était finalement son entité d'appartenance quand il a été inscrit à la formation? Mais on pourra avoir aussi d'autres sujets, par exemple au niveau du e-learning. Ce qui nous intéresse, c'est la date de réalisation et on pourrait vouloir suivre, par exemple pour les évaluations, à quel manager est rattachée la personne au moment où il fait l'évaluation de la formation, soit à chaud, soit à froid, qu'il vient de suivre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il faut vraiment creuser le besoin pour voir finalement comment vous exploitez les données, mais il n'y aura pas, a priori, de lien unique entre les données de carrière et les données de formation. Ce lien dépendra de ce que vous souhaitez analyser. Septième sujet, les non formés. Donc là, il y a un KPI, un réglementaire que vous devez suivre, notamment pour vous assurer que les personnes sont régulièrement formées. Là, une des problématiques que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez suivre au niveau de vos visualisations une profondeur d'historique, par exemple, de vos données sur 3 ans de formation. Or, si vous cherchez à calculer un KPI qui va être le nombre de collaborateurs non formés depuis 6 ans, vous allez avoir besoin d'une profondeur d'historique en termes de données supérieure à celle que vous affichez, sinon vous ne pourrez pas calculer votre KPI. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que le temps file très vite. Sur les notions de réaliser, engager, prévu. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde, mais comment arriver à comptabiliser les formations sur le réalisé, sur l'engagé, sur le prévu? Est-ce qu'on se focalise par rapport à la date du jour pour savoir ce qui est engagé ou pas? Est-ce qu'on utilise les statuts? Là, il y a une vraie réflexion à mener pour savoir finalement quelles sont les règles de gestion pour matérialiser et affecter les formations à du réalisé, de l'engagé ou du prévu qui fait pour l'instant pas forcément l'objet de sessions prévues. Et puis, dernier sujet, je rebondis sur la notion de prévision. Au niveau de vos données de formation, vous n'inscrivez pas les personnes qu'à aujourd'hui. Les personnes sont inscrites au stage. Par exemple, là, dès décembre ou même en mars, avril de 2024, vous avez commencé à inscrire des gens. On se base sur des données de GA, généralement qu'on a récupérées pour construire les effectifs, mais les effectifs, on ne les projette pas. Donc, il y a un vrai sujet au niveau pour une vision globale de l'atterrissage de vos données de formation, notamment sur les sessions prévues, pour projeter vos données des collaborateurs de manière à pouvoir analyser aussi vos données de formation qui vont arriver par rapport à des données de carrière. Donc, sixième sujet, comment arriver à bien projeter vos données de GA pour pouvoir analyser les formations qui vont arriver. Maintenant, les problématiques de qualité de données. Je vais en citer 4 rapidement. Ce qu'on retrouve quasiment à chaque fois, ça va être des incohérences entre les statuts d'inscription et les statuts de session. Des sessions qui sont annulées avec des stagiaires qui sont encore inscrits, des sessions qui sont réalisées avec des stagiaires qui sont encore à l'état inscrit.
comment on comptabilise ces données-là de manière à ne pas les perdre et à garder une vision réelle de la donnée. Donc là, en termes de qualité de données, de manière générique, il va y avoir l'analyse de ces données-là à faire dès le départ, mais aussi un suivi, une gouvernance à mettre en place en lien avec le SI Formation, de manière à voir comment essayer de corriger au maximum ces données-là à la source, qui est la vraie gestion de la qualité de données, quand ça peut être réalisé. Autre sujet qu'on voit aussi quand même régulièrement, tout à l'heure je parlais de la projection des données pour avoir des données de carrière, pour analyser les formations, les sessions qui vont arriver, mais on peut avoir des cas, on l'a vu régulièrement, soit des inscriptions de collaborateurs avant qu'ils arrivent, et dans ce cas-là, si vous avez pris finalement comme option d'aller récupérer les données de carrière au niveau de la GAP, ces collaborateurs n'existeront pas forcément encore. Et on peut avoir aussi des cas de figure où des collaborateurs sont inscrits finalement alors qu'ils sont partis. Et là, c'est pareil, on n'aura plus forcément de données de carrière disponibles. Mais même au-delà de ça, dans ces cas-là, il faut identifier ces personnes, ces collaborateurs-là, parce que ces formations ne seront pas données. Et finalement, c'est un budget, des nombres d'heures que vous pouvez réattribuer à des personnes. Troisième sujet qui va concerner les données de G incorrectes. Tout à l'heure, je le disais, si on peut prendre l'option d'aller se sourcer en termes de données de carrière directement dans le SI Formation. Alors ça, c'est possible si le SI Formation gère un historique de carrière. Il y a un certain nombre de SI Formation qui ne présentent que des situations courantes de GA et donc du coup qui ne sont pas suffisantes. Mais comme les données de carrière, encore une fois, ce n'est pas un système de paie, donc elles sont généralement moins contrôlées, vous pouvez avoir des affectations qui sont saisies ou qui sont interfacées, qui aboutissent à des chevauchements de dates d'affectation à l'organisation et qui aboutiraient à des doublons dans vos données. Donc là, il y a vraiment une surveillance aussi sur la qualité des données du GA que vous utilisez pour avoir des KPI qui soient corrects. Dernier sujet aussi qui est lié au SIRH. Parfois dans les SIRH, les statuts d'inscription ne sont pas historisés, ce qui peut poser problème pour certains reportings ou par exemple pour analyser les durées de validation des inscriptions de formation. Donc là, finalement, ça va être des données, des historisations à construire parce qu'elles ne sont pas gérées dans le système en amont. Donc voilà un peu les problématiques de data auxquelles vous allez faire face quand vous voulez mettre en place un système de pilotage de formation, et puis vraiment les problèmes de qualité de données aussi que l'on peut rencontrer. Donc il est 29, juste rapidement en termes de conclusion. De notre point de vue, il est nécessaire, si ce n'est pas le cas, de mettre en place un système d'analyse de la data différent de celui qui est mis en place par rapport à SI Formation pour des problèmes d'historisation des données, pour des problématiques de croisement. Donc faites attention parce que les systèmes de reporting directement intégrés au SI Formation ne sont généralement pas suffisants pour piloter vos données de formation. Deuxième sujet important, alors je ne l'ai pas du tout évoqué, mais il est extrêmement important, mettre en place un système de data autour de la formation, de pilotage de la formation, va vous permettre aussi de décentraliser l'accès à la donnée si ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que finalement, par exemple, en termes de région, si vous êtes organisé comme ça, si vous donnez des accès directement à leur périmètre de données, ils vont devenir autonomes et si vous qui le gériez en centrale, finalement, ça va vous donner plus de temps pour analyser de manière plus approfondie la formation plutôt que produire du reporting pour des tiers. Et puis, dernier sujet, j'espère que ça s'est vu par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Il est important pour sécuriser votre projet de pilotage de formation de vous appuyer sur des experts de la data RH qui maîtrisent à la fois les problématiques de data, la technologie associée, que ce soit du cloud, du big data ou des technologies un peu plus classiques, avec la connaissance des problématiques de formation. Là, je vous ai fait un zoom sur la partie formation, mais on va retrouver le même type de problématiques sur les rétrosaisies, etc., sur les effectifs. Et toutes ces données-là doivent être, de notre point de vue, maîtrisées avant de mettre en place ce type de pilotage de la formation. Sinon, vous allez subir finalement toutes ces problématiques au cas par cas, avec un risque de dérive projet, donc coût délai, surtout si vous avez des contraintes de délai par rapport à la fourniture de ce pilotage-là. Voilà, de manière assez rapide, en une demi-heure, ce qu'on pouvait vous dire sur le pilotage de la formation, les enjeux et les problématiques de data auxquelles il faut répondre, de manière à ce que vous ayez un système qui corresponde bien aux besoins, à vos besoins ou aux besoins de vos métiers. Alors, je sais
on est arrivé au terme de cette présentation, mais si vous le souhaitez, à partir de maintenant, on peut prendre quelques questions si vous en avez. Si ce n'est Je pas vais me déjà fait. lancer du coup, comme ça, il en faut une première. Bonjour à tous, du coup Clémence Ouamagan, je travaille au Crédit Agricole pour la partie IT, la production informatique. Et donc, je pense qu'en effet, on a vu avec la présentation que vous maîtrisiez bien nos contraintes et tout ce qu'on fait face à la formation. Et du coup, j'ai pas capté dans la présentation ce que du coup Acton et du coup la partie data que vous pilotiez pouvait nous apporter. Alors, la connaissance hein, et la partie data, mais du coup, quelle est l'offre est-ce que c'est un parti conseil? Est-ce que c'est une partie outillage? Est-ce que c'est sûrement un Alors, mix des deux qui est possible? Voilà. Et je trouve que c'est important, en effet, le dernier point là sur la décentralisation de la donnée. Je pense que ça peut nous faire gagner un certain temps de donner accès euh, à la donnée parce qu'on perd beaucoup de temps à faire des présentations sur ce qu'on fait à la formation. Et on a l'impression que malgré tout ça, ça suffit pas et qu'ils connaissent pas l'info. Donc, je pense que voilà. oui, Mais oui, voilà, puis j'ai pas manipuler très bien directement la compris. donnée aussi a un avantage, c'est que en termes de qualité, s'ils s'aperçoivent en région de problèmes de qualité, souvent c'est lié aux saisines ou peut-être à leur gestionnaire de formation. Donc on peut comme ça aussi mieux rentrer dans un cercle vertueux. Alors pour répondre à la question, c'est vrai que je suis passé assez vite sur nos offres. Merci Ok, de prendre le point. pardon. Donc en fait, non, non, mais c'est une très bonne question. On a des solutions autour du pilotage RH, dont une offre qui s'appelle Performance RH, qui a trait autour du pilotage des effectifs, des flux de personnel, de l'absentisme, de la masse salariale et de la formation. Donc, on propose un standard par rapport à ces données-là, mais on intervient, et donc moi, je suis effectivement en charge de cette offre de pilotage RH au sens large, hein, au sein de l'entité data d'Acton, mais on intervient aussi soit en mission de conseil, soit en mission d'intégration pure et dure, éventuellement soit parce que c'est un sujet qui est dédié à ce sujet-là et que vous avez déjà un écosystème qui existe, il faut l'enrichir. Dans ce cas-là, on peut intervenir aussi en termes de professional services, soit purement en conseil pour préparer l'arrivée effectivement d'un projet de pilotage de la formation. Merci. Alors, je passe juste en revue du coup, si personne prend la parole. Les commentaires là, mis dans la conversation. Donc, il y a une question autour de l'analyse de la performance de la formation par rapport à la trajectoire de carrière des collaborateurs. Alors, non, pas de retour en tant que tel hein, par rapport à ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce que finalement, il va faire appel à la data science. L'idée, c'est d'arriver à manipuler la donnée pour voir par rapport à des évolutions de carrière. Par exemple, vous ciblez un certain nombre de personnes pour lesquelles ça a très bien fonctionné, des potentiels ou autres, et finalement, ça va vous donner des systèmes, d'espèces un peu de systèmes de corrélation de données pour expliquer qu'est-ce qui a bien marché. Et ensuite, à partir du moment où les données ont été entraînées, qu'on arrive à avoir ces caractéristiques-là, on va les porter sur la population de manière à voir finalement quels sont les systèmes, quelles sont les formations qui peuvent être données de manière à améliorer les trajectoires de carrière. Alors ça, soit ce sont des sujets que l'on peut traiter à façon par rapport à des traitements de type data science, soit vous avez aussi des systèmes vraiment, des SIRH en tant que tels, dans lesquels ou qui proposent ce type d'analyse directement incluse dans le système, dans votre SI formation. Donc, vous avez les différents cas de figure. Soit c'est des analyses à façon, soit ça va être finalement dans les SIRH que vous allez retrouver ces capacités d'analyse finalement un peu data science IA au sens large. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral ou dans la conversation? Peut-être une dernière question, mais en complément, pardon. Du coup, j'ai peut-être pas bien entendu, mais on parle pas beaucoup là de formation et de compétences, que c'est un peu notre sujet d'actualité. C'est pourquoi on forme, pour répondre à quelles compétences. On oublie un peu parfois de pas superposer les formations une à une, mais de répondre à une évolution des compétences. Voilà, est-ce que vous l'avez, enfin voilà, je me doute que vous l'avez bien dans le périmètre, mais si on peut échanger un peu là-dessus, Oui, alors je trouve là, il y ça a intéressant. ouais, oui, non, non, mais tout à fait. Après, il y a différentes problématiques associées à ça.
soit on va le prendre par rapport à l'angle des cursus, avec des formations qui peuvent être attachées, une même formation qui peut être attachée à différents cursus. Et une autre problématique qu'on peut avoir aussi, c'est que finalement, comment arriver à faire porter finalement par rapport à une action de formation des compétences associées, sachant qu'elles peuvent être multiples. Et c'est d'un point de vue, j'ai envie de dire, technique, c'est cette multiplicité des compétences par rapport à une formation donnée, c'est comment arriver à la matérialiser par rapport aux données de formation, arriver à bien les joindre. Parce que vous allez avoir finalement pour une formation N compétences et comment arriver à voir que finalement les formations ont développé telle ou telle compétence. Donc là, on n'est pas forcément sur des analyses standards parce que ça rejoint aussi la problématique du référentiel des compétences qui est une problématique RH qui est extrêmement complexe généralement dans les systèmes. On le voit souvent arriver avec des projets qui sont un peu complexes, qui mettent du temps à arriver. Et une fois que c'est arrivé, ça dure 2 semaines et c'est souvent déjà obsolète. Donc, c'est la problématique autour de l'analyse avec les données de compétences tient souvent finalement au fait que les compétences sont peu ou pas disponibles et avec en plus la problématique technique là, de cette multi-évaluation des données de compétences par rapport aux formations. Donc là, moi, je ne l'ai pas encore vu mettre en place en tant que tel, et notamment parce qu'à chaque fois, on se heurte à ce référentiel des compétences. Et une fois qu'on a établi le référentiel des compétences aussi, c'est comment les collaborateurs finalement vont se rattacher à ce référentiel des compétences, avec en plus une autre problématique qui est souvent, là je vois peut-être pour les crédits agricoles, vous devez sans doute avoir le cas, le référentiel groupe des compétences, et puis après une déclinaison en local qui est rattaché ou non à votre référentiel des compétences groupe, etc. Donc c'est un sujet qui est très complexe, pas tant finalement technique, même s'il y a des sujets à gérer, mais qui est plus lié à la problématique des référentiels des compétences. Difficile à maintenir, quoi. Oui, et du coup, à arriver à avoir une donnée de qualité finalement en termes de production de reporting associé. Ok, ben, il est 11h40. Si vous n'avez pas de questions complémentaires, je n'en vois pas de nouvelles dans la conversation, je vous propose de nous arrêter là. Normalement, le webinaire a été enregistré, donc on vous communiquera le lien pour pouvoir le regarder en replay. Puis si vous avez des questions particulières, des projets ou des problématiques à soumettre, hein, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner sur le sujet et y répondre si possible. Je vous remercie tous pour votre présence et je vous souhaite du coup une très bonne journée. Merci à vous. Merci à tous.